Je tenais à terminer cette première saison de vidéo avec une note d'espoir, avec une femme hyper badass, une peintre qui a été reconnue dans son vivant et dont, incroyable, la mémoire a été préservée à travers les siècles. Aujourd'hui, on s'attaque donc à un sacré morceau avec Rachel Ruysch, ou Rachel Ruysch pour le prononcer à la flamande. Donc Rachel Ruysch, c'était tout simplement la peintre la plus reconnue dans son domaine à son époque. Donc pour rappel, on est toujours dans les Flandres du XVIIe siècle, donc à cette époque de boom économique et culturel pour les Provinces-Unies. Et donc Rachel Ruysch, c'est une superstar de la peinture flamande. En fait, ses œuvres, elles se vendaient extrêmement cher. Pour vous donner une idée, Rembrandt, qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, n'a jamais vendu une œuvre plus de 500 florins à l'époque, tandis que Rachel Ruysch, qui vivait à la même période, vendait ses œuvres entre 750 et 1200 florins. Donc elle était extrêmement riche et elle est devenue extrêmement riche grâce à son propre travail, sa propre peinture. Donc super successful, super riche, et la liste des raisons pour lesquelles Rachel Ruysch est absolument extraordinaire ne s'arrête jamais. Déjà, elle avait une santé de fer, elle a vécu jusqu'à ses 86 ans, ce qui est quand même très rare pour l'époque, et elle a eu une carrière de plus de 60 ans, donc elle a peint quasiment jusqu'à sa mort, et ce, sans jamais passer de mode. Par ailleurs, elle était mariée avec un peintre qui lui était spécialisé dans le portrait et qui lui aussi avait beaucoup de succès. Donc vraiment un power couple. En plus, il l'a énormément soutenu pendant sa carrière. On y reviendra plus tard parce que c'est vraiment très beau. Et ce couple a eu 10 enfants. Et j'insiste un peu sur cette question de la maternité. Parmi toutes les femmes dont j'ai traité jusque-là, après il y a presque 20 portraits maintenant, il y a une vraiment petite minorité de femmes qui ont eu des enfants. Rachel Ruysch, ça n'a pas l'air de lui avoir posé le moindre problème, puisqu'encore une fois, 10 enfants et une carrière florissante. Mais donc, qu'est-ce que cette femme extraordinaire a légué à l'humanité ? Eh bien, Rachel Ruysch, c'était le grand maître, ou plutôt la grande maîtresse de la peinture de fleurs. Et je vous avoue que j'avais un peu peur de faire cette vidéo parce que j'étais pas sûre que qui que ce soit d'entre vous ait envie de se taper 10 minutes de vidéo sur la peinture de fleurs. Aujourd'hui, ça peut paraître un sujet un peu chiant et répétitif, et je vous rappelle que Rachel Ruysch a une carrière de 60 ans, donc 60 ans à peindre des bouquets, donc un peu chiant, un peu répétitif. On peut aujourd'hui trouver ça pas très profond, un peu décoratif, voire carrément kitsch. En gros, on pourrait se dire que la peinture de fleurs, c'est de la peinture de bonne femme, et en un sens, c'est totalement vrai. C'est de la peinture de bonne femme dans la mesure où les bonnes femmes n'avaient pas le choix de ce qu'elles pouvaient peindre. Je vous le rappelle, elles n'avaient pas le droit d'étudier le modèle vivant, donc elles étaient totalement tenues à l'écart de toutes les peintures qui présentaient des hommes. Donc pas de peinture d'histoire pour les femmes, pas de peinture de scènes religieuses, pas de peinture de l'Antiquité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la hiérarchie des genres de peinture qui avaient cours dans toute l'Europe à l'époque, elle était très différente dans les Flandres, puisque, donc maintenant vous le savez, c'était pas ni l'église ni la noblesse qui commandait les œuvres, c'était les bourgeois. Et la nature morte, on l'a vu dans la vidéo de Clara Peters, c'était l'occasion pour ces bourgeois de symboliser à travers les objets qui vont être choisis à la fois leur richesse, leur statut social et leur piété. Donc Rachel Ruysch, elle n'exerçait pas du tout dans un sous-genre. En fait, elle était à son époque la peintre la plus reconnue dans l'un des genres de peinture les plus populaires de l'époque. Ceci dit, aujourd'hui, c'est devenu un peu difficile de comprendre comment des fleurs peuvent symboliser la piété ou le statut social de quelqu'un. Pour ce qui est de la piété, en fait, les fleurs, c'est un élément qui est récurrent dans les vanités, donc dans ce genre de peinture où on a différents objets qui symbolisent la dimension éphémère de l'existence de la vie terrestre. Donc on l'a vu, on a souvent des crânes, des sabliers, une bougie en train de se consumer ou des fleurs coupées déjà légèrement fanées. Alors au début, en fait, c'était plutôt une fleur dans un vase ou un petit bouquet de fleurs qui était disposé parmi d'autres objets. Mais très rapidement, en fait, à partir du tout début du XVIIe siècle, il y a des peintres comme Bochart ou Bruegel l'Ancien qui vont commencer à peindre des bouquets seuls, sans aucun autre symbole. Et c'est donc un type de nature morte, comme je vous l'ai dit, qui va connaître un immense succès et qui va évidemment énormément évoluer à travers tout le XVIIe siècle. Les œuvres de ces premiers peintres, elles sont un peu figées, il n'y a pas beaucoup de vie.
On dirait presque en fait un collage de différents dessins botaniques qui auraient été juxtaposés les uns à côté des autres. Et donc ça va évoluer tout au long du siècle. Et Rachel Reich, c'est vraiment le bouquet final. Elle commence à peindre en 1683, donc vraiment à la toute fin du XVIIe siècle. Et on voit qu'en termes de composition, de mouvement, de complexité, ça n'a plus rien à voir. Ce sont des immenses compositions florales, complètement délirantes, qui pourraient d'ailleurs pas du tout tenir debout telles quelles dans la réalité. Les tiges et les fleurs dessinent une série de courbes, donc souvent un S, ce qui est vraiment un type de composition qu'on retrouve beaucoup dans le mouvement baroque, dans toute l'Europe et pas uniquement pour les natures mortes. Ça crée énormément de mouvement, énormément de vie, un effet de théâtralité. Elle peint les fleurs et les feuilles sous tous les angles et on a toujours cette lumière dramatique qu'on avait vue déjà dans la vidéo sur Clara Peters qui éclaire violemment le centre du bouquet et qui plonge tout le fond dans le noir. Et ce type de contraste puissant, ça aussi, c'est très très baroque. Donc elle est vraiment en fait la grande maîtresse de ce mouvement, elle l'a amené à son apothéose. Et donc, pour revenir à notre question de départ, qui est donc pourquoi cet engouement incroyable pour les bouquets de fleurs, en fait, la première chose que je me suis dite, c'est que, en fait, quitte à vivre avec des vanités, ça devait probablement être plus agréable de vivre dans une maison remplie de tableaux de bouquets de fleurs que dans une maison remplie de crânes, de bougies qui se consument. Mais en fait, ça, c'est totalement une projection de ma mentalité de jeune femme française du XXIe siècle sur la culture flamande du XVIIe siècle. Donc, c'est absolument pas certain que ce soit la raison. Et en fait, il y a bien d'autres raisons. En fait, la fin du XVIe siècle et le tout début du XVIIe siècle, c'est une période de grand essor des sciences dans cette région et surtout des sciences de la vie, donc de l'étude du monde animal, du monde végétal. C'est un moment où il y a plusieurs ouvrages de classification botanique qui sont publiés. C'est un moment aussi où il y a l'ouverture des tout premiers jardins botaniques du monde. Donc d'abord à Leiden, puis dans d'autres villes des Provinces-Unies, donc pour pouvoir étudier à la base les différentes plantes qui viennent du monde entier. C'est aussi le moment où la fameuse tulipe hollandaise est introduite dans la région. C'est une fleur qui vient à la base de Turquie. En fait, ces fleurs, donc les tulipes, elles fascinaient totalement déjà parce que c'était une nouveauté, et en plus d'une année à l'autre, le bulbe allait donner une fleur totalement différente. On trouvait ça absolument incroyable, presque miraculeux que cette fleur donne des surprises si sublimes chaque année. Et il y a un engouement incroyable pour cette fleur. En fait, c'était un bien tellement précieux qu'au sommet de cette tulipomania, un bulbe de tulipe, ça se vendait pour le même prix que 6 hectares de terre et c'était l'équivalent de 1 an de salaire pour un artisan hyper qualifié. Et en fait, cette tulipomanie, ça a été la toute première bulle spéculative de toute l'histoire. C'est une bulle qui a explosé en 1937 et qui a ruiné pas mal de monde. Mais donc en fait, même si la bulle spéculative des tulipes va exploser, ça va pas du tout arrêter l'industrie des fleurs naissantes et le commerce de fleurs naissants dans cette région. Cette région qui va fournir à toute la noblesse européenne les fleurs. Ils vont introduire énormément de nouvelles espèces en Europe, ils vont croiser différentes espèces. Bref, c'est une des spécialités industrielles et commerciales des Flamands et encore aujourd'hui. Et dès lors, dès que ça s'est dit, on comprend beaucoup mieux l'importance de la peinture de fleurs à cette époque. En fait, ces peintures de bouquets, souvent, c'était des publicités pour les entreprises horticoles. Elles étaient commandées par les entreprises horticoles et utilisées pour montrer toutes les variétés de fleurs qu'ils avaient. Mais en fait, même pour les bourgeois fortunés, en fait, c'était un moyen de garder une trace de ce bien extrêmement luxueux auquel ils avaient accès, extrêmement luxueux, mais aussi extrêmement éphémère. Et c'était aussi un moyen de symboliser la puissance commerciale de la région. Et par ailleurs, ce succès de la peinture de bouquets de fleurs, c'est aussi lié à cet essor, à cet intérêt pour les sciences, pour l'étude de la nature. Dans les bouquets de Rachel Reich, on retrouve toutes sortes de fleurs qui ne fleurissent absolument pas à la même saison. Et en fait, c'est un peu comme un livre d'illustrations botaniques dont toutes les illustrations seraient rassemblées en une seule image et réalisées de façon bien plus réaliste. Mais c'est aussi pour ça qu'on retrouve autre chose souvent que des fleurs dans ses œuvres, comme cette myriade de petits animaux et insectes qu'on peut s'amuser à chercher dans tous ces bouquets. Et en fait, cette tradition des insectes dans la peinture de fleurs, elle est aussi à relier à l'intérêt pour l'étude du vivant, aux livres d'anatomie qui se développent, mais ça va aussi parfois un peu plus loin,
puisque les insectes, ils ont une vie extrêmement courte et donc ils représentent eux aussi la dimension éphémère de l'existence. Souvent, on retrouve des chenilles qui représentent la vie terrestre et des papillons qui, eux, représentent la réincarnation après le jugement dernier. On a des lézards et des mouches qui représentent le mal et des fourmis qui, elles, représentent l'industrie, le travail. Bon, par contre, tous les insectes n'ont pas une symbolique cependant, et parfois chez les historiens de l'art, on peut trouver des explications, des symboliques un peu tirées par les cheveux. Donc le talent de Rachel Reich, il est indéniable, c'était la meilleure dans ce qu'elle faisait, la plus précise, la plus flamboyante, celle qui maîtrisait le mieux les compositions complexes mais harmonieuses de formes et de couleurs. Et en fait aujourd'hui, si on la connaît plus vraiment, c'est parce que la peinture de fleurs a vraiment perdu beaucoup de sens pour nous, mais elle est dans les collections des musées les plus prestigieux. Un dernier petit mot quand même pour rappeler que le succès de Rachel Reich, il est quand même dû à des circonstances assez exceptionnelles. Déjà, elle était flamande et tous les voyageurs étrangers qui ont visité les Flandres ont témoigné de leur étonnement devant la libéralité dont faisaient preuve les Flamands avec leurs femmes. Donc ils étaient tous très étonnés, par exemple, de voir que des femmes pouvaient tenir un commerce. Et par ailleurs, Rachel Reich, elle a eu la chance d'être entourée d'hommes qui l'ont énormément soutenue, donc son père, qui était en fait un scientifique spécialisé en botanique, qui travaillait au jardin botanique d'Amsterdam, qui avait toute une collection de spécimens, donc d'animaux, de minéraux et aussi de fleurs. Il avait inventé une forme d'embaumement pour maintenir dans leur forme les fleurs, les animaux, tous ces spécimens. Et en fait, c'est lui qui a appris dans un premier temps à Rachel Reich à dessiner tous les spécimens. Et en fait, en voyant le talent de sa fille, en voyant qu'elle le dépassait et qu'en plus elle avait eu l'occasion d'étudier mieux que n'importe quel autre peintre les fleurs dans toutes leurs dimensions, sous tous leurs angles, grâce à sa technique d'embaumement, en fait, il lui a permis de continuer à étudier la peinture. Il l'a placé chez un peintre de confiance, un peintre qui était spécialisé dans l'étude de fleurs et qui lui-même avait énormément de succès. Ça a été une élève brillantissime. Dès qu'elle a terminé sa formation, elle a été, on dirait aujourd'hui, financièrement indépendante, ce qui en fait lui a permis, quand elle s'est mariée, de en fait pouvoir avoir des enfants et continuer à peindre, parce qu'en fait sa peinture lui permettait d'avoir les moyens de payer les aides pour élever tous ses enfants. Et par ailleurs, elle avait un mari assez extraordinaire qui était extrêmement bienveillant, extrêmement fier du succès de sa femme. Il y a un tableau que j'aime beaucoup, un tableau que donc son mari a peint, où on les voit donc tous les deux. Lui, il s'est posté en arrière-plan et il nous pointe un chevalet du doigt. Et sur ce chevalet, qu'est-ce qu'on trouve ? Une peinture de sa femme, une peinture de Rachel Reich. Donc il nous montre à quel point il est fier du talent et du succès de sa femme. Donc c'est une très belle histoire, pleine de soutien, de support, de succès pour finir donc toute cette première série de vidéos. Vous me direz si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres petits cycles sur les artistes femmes à une autre période et dans une autre région. C'est souvent beaucoup plus déprimant que l'histoire de Rachel Reich, mais c'est à mon avis très important de comprendre et de ne pas oublier tous les mécanismes d'invisibilisation des femmes, de comprendre comment elles ont été effacées de l'histoire. Donc ça peut être intéressant d'étudier d'autres mouvements, surtout qu'il y a encore beaucoup de femmes au talent extraordinaire qui nous restent à découvrir. En attendant, pour moi, c'est les vacances, mais je vous abandonne pas tout de suite puisque je vous ai préparé une petite surprise pour la semaine prochaine. Et on se retrouve dès le mois de septembre pour de nouveaux portraits d'artistes femmes. Très bon mois d'août à vous tous. Ciao!